Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! L'alimentation est la clé de la performance. Frédéric Maton est un médecin du sport spécialiste de la nutrition sportive. Il aborde les relations entre la nutrition, la performance sportive et la santé générale. Il démontre l'impact significatif que l'alimentation peut avoir sur ces domaines. Frédéric a observé un problème commun chez les athlètes, une méconnaissance de la nutrition de base qui pouvait altérer leur performance et leur santé. Pour y remédier, il a développé des stratégies nutritionnelles personnalisées et discute des erreurs communes et des mythes qui persistent dans la nutrition sportive. Frédéric partage ses conseils pratiques pour adapter son alimentation à ses besoins spécifiques. Comment optimiser son énergie, prévenir les blessures ou simplement se sentir mieux dans sa pratique quotidienne? Découvre toutes ces réponses dans ce nouvel épisode de Nutstalk. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute! Alors Frédéric, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Alors, à la base, je suis avant tout médecin du sport, donc en lien avec toutes les problématiques liées à la pratique sportive et l'activité physique. Il ne faut pas oublier l'activité physique en tant que santé, objectif de santé. Et dans ces problématiques spécifiques à l'effort, on va dire, liées à la nutrition du sport, qui est l'une de mes spécialités, effectivement. C'est quoi la différence entre, l'activité physique et le sport? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que finalement c'est la même chose? Alors le sport, l'activité physique d'abord, c'est faire un effort dans un but de santé, dans un but de bien-être. Ça peut pallier notamment à être la prévention, voire le traitement de certaines problématiques de santé comme le diabète, le surpoids ou autre. Par contre, le sport implique une idée de compétition. Donc à partir du moment où on fait la compétition, quelque niveau que ce soit, on fait plus du sport que de l'activité physique. Et du coup, est-ce qu'il y a une, relation entre le nombre d'heures qu'on fait dans la semaine entre l'activité physique et le sport ou non, c'est vraiment une histoire de compétition? Bon, c'est vraiment une histoire de compétition. OK. Ça fait combien de temps que toi tu t'es intéressé à ce sujet et pour quelles raisons? C'est quoi qui t'anime, là-dedans? Alors moi, je me suis intéressé à la problématique de la nutrition du sport dès le départ, puisque je me suis tout de suite spécialisé dans la nutrition du sport, puisque lors de ma jeune pratique, je me suis vraiment rendu compte, en étant dans le sport de haut niveau, je me suis vraiment rendu compte de l'impact que pouvait avoir la nutrition du sport, tant dans l'état de forme en général de l'athlète, de l'individu, que dans sa recherche de performance. Donc la nutrition en termes de recherche de performance, enfin, la dynamique de la nutrition en termes de recherche de performance, c'est une évidence et malheureusement méconnue de bon nombre de sportifs, même amateurs. Et donc c'est un peu la raison qui m'a motivé à me lancer là-dedans. C'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a peut-être une différence entre l'alimentation qu'on pourrait avoir pour un sportif de haut niveau ou un sportif d'un niveau un peu inférieur ou une personne qui fait une activité physique. On va y venir, durant l'épisode. Mais d'abord, pour toi, c'est quoi bien manger? Les bases de bien manger? Alors bien manger, enfin, les bases du bien manger, c'est à la fois banal, négligé parce que c'est trop banal et trop courant, et souvent considéré comme trop connu et bien connu, alors que ça l'est pas du tout. Ça fait référence à l'équilibre alimentaire. Alors c'est une base simple, et c'est ce que j'insiste lourdement là-dessus dans mon livre qui vient de sortir, hein, la deuxième édition de la nutrition du sport, parce que pour moi, c'est vraiment un socle nutritionnel essentiel de respecter cet équilibre alimentaire au quotidien. Et respecter ce socle va permettre de construire plein d'objectifs.
Alors dans les objectifs, ça pourrait être une régulation de poids, une prise de masse, une préparation de compétition ou simplement bien manger et bien bouger pour diminuer un diabète, une hypertension artérielle, un cholestérol. Mais ce socle d'alimentation équilibrée ou d'équilibre alimentaire est pour moi vraiment fondamental. Sans ce socle, on ne peut rien faire de correct. Donc tous les objectifs ne pourront être atteints, alors que respecter ce socle permet vraiment de construire des objectifs. Alors dans cet équilibre alimentaire, alors on peut graduer à différentes références plus ou moins compliquées. Je pense qu'il faut rester simple au quotidien et je décris justement dans mes écrits que je compare souvent l'assiette à une répartition de 3 éléments. Le premier élément, c'est l'apport en aliments protéinés, que ce soit viande, poisson, des œufs, du jambon ou des protéines végétales. Le deuxième élément, c'est les féculents pour l'apport énergétique, pâtes, riz, pommes de terre, semoule, blé, etc. Et le troisième élément, c'est les légumes, quels qu'ils soient, et il doit y avoir une répartition équitable entre ces trois éléments. 3 éléments ou 3 couleurs, comme j'aime bien préciser. Et déjà, le fait d'avoir 3 couleurs dans son assiette, les 3 éléments, c'est un signe d'équilibre alimentaire. S'il en manque une, quelle qu'elle soit, l'assiette n'est pas équilibrée. Donc après, on répartit la proportion entre l'apport énergétique par les féculents et l'apport en légumes, par exemple, en fonction de sa propre dépense énergétique. Si on ne fait rien de sa journée en effort, on va privilégier les légumes plutôt que les féculents. Si par contre on a été courir une heure, on va privilégier les féculents par rapport aux légumes. Mais déjà, cette notion de 3 couleurs dans l'assiette est essentielle pour moi. Après, une autre notion, c'est ce qu'on appelle les repères nutritionnels, édités par les bibliographies, hein, donc du style 3 produits laitiers par jour, 1,5 litre d'eau par jour sans compter l'effort qu'on peut faire, 5 fruits et légumes par jour. Voilà, ça c'est des messages qui passent dans les médias, dans la population générale et qui sont justifiés dans le cadre d'un équilibre alimentaire. Les protéines, également les plats protéinés, c'est 1 à 2 fois par jour en fonction de sa dépense énergétique. Enfin, voilà. Donc après, il y a quelques petits repères comme ça que je décris, qui sont vraiment simples à retenir pour avoir une alimentation équilibrée au quotidien. Donc tu as parlé, du coup, si je résume, des protéines, des glucides, des fibres en même temps, du coup, avec les légumes. Tu as pas parlé des lipides. Est-ce que finalement, ils sont pas si importants que ça? Alors si, j'en ai pas parlé parce que dans son assiette, on met pas de lipides. On met des légumes, on met des féculents et on met un steak de viande ou un steak végétal ou des œufs. Enfin voilà. Mais effectivement, les lipides ont également leurs références. Alors, si on veut citer les références pour les lipides, c'est des huiles d'assaisonnement au quotidien. Dans l'idéal, un mélange d'huile d'olive et d'huile de colza pour avoir à la fois des oméga 3, oméga 6. Et puis chez le sportif, ce qui est important, c'est un poisson gras par semaine. 1 à 2 même, en fonction de son niveau de pratique. Chez les sportifs de haut niveau, on est plutôt à 2. Mais au moins un poisson gras par semaine. Donc saumon fumé, hareng, thon, haddock, ce genre de choses. Maquereau également. De telle façon à répondre aux besoins en acides gras essentiels qui vont permettre la plasticité des membranes, donc la diffusion des minéraux, des minéraux à travers les membranes cellulaires, qui permettent la plasticité des tendons, de toutes les membranes, donc qui ont un impact dans le fonctionnement de l'organisme et également en prévention de blessures chez le sportif. D'après ton expérience, est-ce qu'il y a eu une évolution dans les pratiques nutritionnelles, ces dernières années, ces 10 ou 15 dernières années? Alors oui, il y a une évolution parce que les pratiquants sont influencés par les messages marketing, donc par l'industrie agroalimentaire, sont influencés par également les messages militants qui défendent telle ou telle cause. On entend beaucoup parler en ce moment de l'alimentation végétale, par exemple, le refus de l'alimentation carnée. Enfin voilà. Donc il y a beaucoup de messages qui viennent interférer et influencer le consommateur. Et puis sont apparus depuis quelques années de nouveaux modes alimentaires, des régimes sans produits laitiers, régimes sans viande, des régimes sans poisson, des régimes sans, enfin voilà.
on peut tout mettre derrière le sang, sans forcément d'avoir de justification nutritionnelle. En général, il n'y en a pas. Mais tous ces messages viennent influencer le consommateur dans ses choix alimentaires. J'allais dire malheureusement, parce que, une fois de plus, il n'y a souvent pas de référence de justification bibliographique. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça vient d'où ces différences sur l'alimentation, les sans glucides, ceux qui veulent faire que le régime cétogène ou pour toi, pourquoi il y a une telle diversité? Est-ce que c'est bon ou finalement est-ce que c'est plus néfaste qu'autre chose? Ben, c'est plus néfaste qu'autre chose parce que ça ne correspond pas aux besoins spécifiques de chaque individu. Il vaut mieux que son alimentation réponde à ses propres besoins par rapport à sa propre pratique plutôt que de faire un régime low carb parce que tel champion a un régime low carb. Tout ça pour s'identifier à telle ou telle personne, tel ou tel champion, ou s'identifier à telle ou telle cause. Je pense que chacun a ses besoins spécifiques par rapport à son mode de vie, par rapport à son niveau de pratique sportive ou d'activité physique. Et c'est là où il faut vraiment personnaliser la nutrition sans forcément répondre à des concepts. Alors après, on peut très bien être influencé par ses propres conceptions et en tenir compte dans l'établissement d'une stratégie nutritionnelle, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Et du coup, comment on fait pour répondre à ses propres besoins? Comment on arrive à les définir? Bah, c'est tout l'objet d'une consultation en nutrition du sport ou de ce qu'on appelle un bilan nutritionnel que peuvent faire les médecins du sport diplômés et également les diététiciens nutritionnistes. Les diététiciens nutritionnistes spécifiquement diplômés en nutrition du sport sont capables d'établir des stratégies nutritionnelles de telle sorte. On évalue l'alimentation du sportif, ses aversions alimentaires, ses préférences alimentaires, son mode de vie, puisqu'il faut aussi que l'alimentation soit adaptée à son mode de vie. Par exemple, le temps disponible à manger à chaque repas. Et puis par rapport à son niveau de pratique qui va décider de l'apport énergétique, notamment à apporter par l'alimentation. Et donc après, on mélange un peu tout ça, on prend en compte tous ces éléments et on peut établir après une stratégie nutritionnelle. Super. Alors, moi, j'aimerais bien que parce que c'est pour ça aussi que je voulais te faire venir, dans le Nuts Talk, c'est définir un peu les principes fondamentaux, les bases de la nutrition sportive, le socle commun que tout le monde devrait, pouvoir mettre en place et ensuite, suivant le sport et cetera, on personnalise. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Bah, le socle commun, j'en ai parlé, donc c'est cette fameuse assiette aux trois couleurs. À partir du moment où on a une dépense énergétique, je pense qu'il faut organiser l'assiette avec un quart d'aliments protéinés, une demi-assiette de féculents pour l'apport énergétique et un quart de légumes. Ça, c'est vraiment l'assiette typique du sportif, notamment après l'effort. Euh, Après, je pense que chaque repas doit avoir un apport vitaminé, que ce soit en crudité ou avec un fruit, crudité selon les saisons, parce qu'en hiver, c'est quand même un peu compliqué. Mais là, on arrive à une saison plutôt propice, donc avoir une entrée crudité, c'est quand même recommandé. Et là encore, si on n'a pas le temps, si on n'a pas la disponibilité alimentaire, eh bien pourquoi pas remplacer par un fruit ou un aliment vitaminé. Et puis c'est surtout instaurer des collations. Euh, il y a quand même beaucoup de pratiquants qui font leur sport en fin de journée, après la journée de travail. C'est là où il faut vraiment une collation, un goûter, comme on dit habituellement, pour éviter de faire sa pratique sportive à jeun. Donc là, en ayant encore une fois un produit laitier protéiné avec un apport glucidique, un apport énergétique, que ce soit du pain d'épices, du gâteau sport, enfin voilà, X produits. Il y a quand même une grande diversité de produits. Euh, et puis au niveau hydratation, parce que c'est quand même un facteur essentiel de prévention de blessures, l'hydratation. La base, ça doit être 1,5 litre d'eau par jour. Alors, hors période de canicule, hein, c'est vraiment en climat tempéré. Plus un minimum de 1 litre d'eau par heure de pratique. Je pense qu'on ne peut pas descendre en dessous de ça. D'une façon générale, ça reste la base de l'alimentation de la journée. Bon, on n'a pas parlé du petit déjeuner avant, mais là c'est pareil, un petit déjeuner, ça doit être un apport protéiné,
style fromage blanc, pourquoi pas des œufs, du jambon, selon les préférences des uns et des autres, avec un apport énergétique, céréales, pain, si possible élaboré, complet ou pain aux céréales, et puis toujours un apport vitaminé, donc si possible un fruit frais, ou à défaut un 100% pur jus ou un fruit pressé. Donc voilà un peu comment on organise les bases de l'alimentation du sportif. J'aimerais un peu parler des protéines, parce que forcément sur le sport, ça fait beaucoup débat. Déjà, est-ce qu'on doit peser ce qu'on mange? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas obligatoire? Parce que, on entend beaucoup, parler que ça crée pas mal de troubles du comportement alimentaire chez certains. C'est quoi ton avis là-dessus? Alors il y a deux questions dans ta question. D'abord sur les protéines. Effectivement, les protéines, ça répond à un impact marketing. Je pense que depuis quelques années, on insiste un peu trop sur les protéines et les sportifs consomment un peu trop de protéines. Il faut savoir que les besoins protéinés sont relativement faibles, entre guillemets. Chez le pratiquant d'activité physique, c'est 0,8 à 1 gramme par kilogramme et par jour. Enfin, donc on ne va pas rentrer dans les détails de calcul, mais on peut facilement, je dis bien facilement, apporter une alimentation qui réponde aux besoins protéinés sans orienter son alimentation sur les protéines. Après, dans certaines pratiques, comme la recherche de prise de masse musculaire, les pratiques de force, de puissance, là, effectivement, on est obligé d'augmenter le grammage en protéines et avoir une stratégie spécifique. Mais il faut effectivement arrêter de se focaliser sur les protéines et avoir une alimentation équilibrée en glucides énergétiques, équilibrée en lipides de bonne qualité, donc en graisses de bonne qualité, et surtout avoir une bonne densité vitaminique et minérale, parce que ça on l'oublie souvent, bah, c'est bien plus essentiel qu'avoir des apports protéinés. Après, pour répondre à ta deuxième question, alors non, il ne faut surtout pas peser ces aliments, d'autant plus que ceux qui pèsent les aliments savent très bien, au vu de l'assiette, combien il y a en grammes d'aliments, parce qu'ils ont l'habitude après du volume que ça représente. Peser ces aliments, ça met le sportif dans une contrainte, dans une rigueur. euh, et finalement, au fil des jours, on ne mange pas des grammes d'aliments, on ne se fait plus plaisir. Et ça rentre dans une rigueur alimentaire qui est plutôt délétère en termes de comportement alimentaire. Il faut vraiment garder le plaisir de la table et le plaisir de savoir construire son repas soi-même, plutôt que de répondre aux diktats d'une balance, en fait. Donc, non, non, il faut surtout pas peser ses aliments. On n'a pas besoin de peser ses aliments. Je reste encore, dans les protéines. Au niveau des viandes rouges, est-ce que toi tu les conseilles? Est-ce que tu conseilles de les limiter? Alors, tout dépend encore des habitudes des uns et des autres. Alors, les limiter, oui, si on mange trop, si on en mange trop. Par contre, je pense que l'alimentation carnée, l'alimentation des viandes, apporte aussi des choses intéressantes en termes de protéines. Ce sont des protéines qui ont leur spécificité dont on ne peut pas se passer. Tout comme on ne peut pas se passer non plus des protéines végétales. Et je pense que le meilleur mode alimentaire que l'on peut concevoir et qui répond également aux objectifs durables actuellement mis en évidence, bah, c'est le flexitarisme. Je crois que l'alimentation flexitarienne et alors après c'est en mon sens, hein, est idéale pour répondre à la fois aux exigences, aux impératifs nutritionnels de l'alimentation, euh, comme au concept d'alimentation durable, également du bien-être animal, etc. Donc, je suis plutôt opposé à toujours supprimer une catégorie d'aliments, que ce soit les viandes, mais également les protéines végétales ou n'importe quel aliment. Je pense que tout aliment a un bienfait pour la santé. Le tout, c'est de ne pas en manger de façon excessive. Oui, c'est vrai, comme on dit, chez les nuts, il faut manger de tout, mais le plus brut possible. Et en fait, je voulais parler de la viande rouge parce que, moi, j'observe qu'on s'oriente beaucoup vers la viande rouge, mais, surtout les steaks hachés ou ce genre de choses, qui est une viande qui est déjà transformée, plutôt que de s'orienter vers une viande qui est, bah, de meilleure qualité chez le boucher, où, elle a une vraie traçabilité. Et donc, bah, on peut du coup manger peut-être pas beaucoup de viande rouge ou un peu plus de viande rouge, mais elle est d'assez mauvaise qualité et donc on pourrait avoir, bah, des petites surprises, un peu plus tard, sur la santé.
Ouais, après, je pense que cette problématique de la viande n'est pas spécifique à la viande rouge. On peut l'évoquer également pour la viande blanche. Et d'une façon générale, la viande, il faut en modérer la consommation, mais sans vraiment la supprimer, parce que il n'y a pas de raison de supprimer la viande, encore une fois, en accord avec le bien-être animal et effectivement les filières de bonne qualité. Vaut mieux en manger peu, mais de bonne qualité, et donc de diminuer sa consommation éventuellement, plutôt que de supprimer complètement la viande. Parce que, par exemple, la viande a des apports en fer qui sont hyper importants chez le sportif. Alors, j'ai pas dit que les autres sources de protéines n'apportaient pas de fer, hein, mais voilà, il y a vraiment chaque aliment, encore une fois, c'est des bénéfices nutritionnels. Et encore une fois, il faut en manger de façon raisonnée mais de bonne qualité. Ouais, tout à fait. On en parle en plus, dans l'épisode de podcast, numéro 25 avec, Oiseaux bondissants, où là, on parle plus, du côté élevage, où en fait, l'élevage, il est extrêmement important. On peut pas le supprimer parce qu'il va réguler, les prairies, les forêts et cetera. Donc, non, le but effectivement, c'est pas de supprimer la viande, mais c'est juste en avoir une meilleure qualité pour tout le monde. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Alors OK, maintenant on sait ce qu'on met dans notre assiette. J'aimerais bien savoir comment maintenant on fait pour, les proportionner? Parce qu'on dit: «OK, il faut manger, des glucides, des légumes, une viande», mais alors tu as dit un quart, alors on pèse pas parce que ça sert à rien de peser, mais est-ce qu'on peut avoir une idée ou comment on fait pour savoir quelle quantité, par exemple, de viande je prends, de glucides, et de légumes? Bah, encore une fois, c'est le repère visuel de l'assiette que j'ai cité, parce qu'on ne va pas se mettre à peser ses steaks de viande, son filet de poisson, etc. Après, je pense aussi que c'est la faim qui régule, tout simplement. Enfin, c'est un mécanisme naturel. Le tout, c'est de prendre le temps de manger. On mange souvent à la va-vite, ce qui est très néfaste en termes de comportement alimentaire et notamment de prise de poids. À partir du moment où on prend le temps de manger, bah, la faim est le meilleur, ou la satiété du moins, est en tout cas le meilleur régulateur de la quantité qu'il faut manger. Le tout, c'est de manger un peu de tout dans son assiette, avec les trois couleurs, les trois repères, et ne pas forcément s'obliger à finir son assiette si on n'a plus faim. Donc, je pense qu'encore une fois, la satiété, c'est le meilleur des régulateurs. Comment tout ce qu'on mange, ça influence, nos performances sportives? Alors là, il y a plusieurs mécanismes. Les plus courants, le plus basique, c'est par exemple l'apport énergétique. Faire du sport demande un apport en énergie. Si l'alimentation ne répond pas à cet apport en énergie, forcément, on sera en méforme, on sera éventuellement blessé, on sera en contre-performance. Alors, cet apport énergétique, c'est d'une façon générale ce qu'apportent les repas, mais également éventuellement la collation avant l'effort, la collation pendant l'effort, style les barres énergétiques pris pendant l'effort ou les boissons énergétiques, et la récupération. Donc c'est l'apport énergétique au quotidien et spécifique de l'effort. Après, vous avez il y a tout l'apport en vitamines. J'ai insisté tout à l'heure sur la densité en vitamines et minéraux. La densité vitaminique et minérale, c'est hyper important parce que si je fais le lien avec l'apport énergétique, pour stocker de l'énergie apportée par les féculents, il faut de la vitamine C et de l'eau. Donc, si vous êtes carencé en vitamine C, vous n'allez jamais recharger autant en énergie en mangeant des féculents. Donc, c'est là où après, tous les aliments sont intriqués les uns avec les autres. Et les vitamines et les minéraux sont d'une façon générale les petites clés qui vont faire fonctionner tout le reste, dont l'apport énergétique et la dépense énergétique également. L'eau a un peu le même mécanisme en termes de prévention blessure, puisque elle permet également, enfin déjà à la base, elle permet une bonne assimilation du bol alimentaire, le fait d'avoir une bonne hydratation, et ça permet également un bon fonctionnement de l'utilisation des minéraux, l'utilisation des réserves énergétiques également. Enfin, voilà, l'eau, ça fait vraiment partie des bases de l'alimentation du sportif pour un bon fonctionnement de la nutrition du sport. Donc comme tu le disais, un petit peu plus tôt, pour les vitamines et les minéraux, c'est, les fruits, les légumes, principalement crus, mais cuits également. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est essentiellement ça. Et bon, après, dans les minéraux, enfin, pour les vitamines, c'est essentiellement ça. Je pense que, enfin, au lieu de 5 fruits et légumes par jour, moi, je conseille souvent chez le sportif 4 produits vitaminés par jour. Ça peut être 4 fruits, ça peut être 2 crudités et 2 fruits. Enfin, voilà, après, chacun se débrouille, entre guillemets, en fonction de ses possibilités, de ses appétences.
Pour les minéraux, il n'y a pas que les fruits et les légumes qui apportent des minéraux, il y a notamment les légumes secs, hein. On assiste souvent lentilles, flageolets, pois secs, fèves, etc., pois chiches. Euh, Ça apporte énormément de minéraux et d'où les recommandations chez le sportif de 1 à 2 rations de légumineuses par semaine, je dis bien par semaine chez le sportif, en partie pour l'apport en minéraux. Le fer, bon, c'est par les viandes, rouges ou blanches d'ailleurs, hein, par les œufs, etc. Voilà. Encore une fois, on en revient finalement à la diversification alimentaire qui apporte aussi, qui contribue aussi à la diversification de l'apport minéral et vitaminique. Oui, je lisais l'autre fois, je crois que c'était avec Siga, qui disait qu'il faut avoir à peu près une trentaine d'ingrédients différents sur la semaine pour avoir la plus grande diversité possible. Ouais, j'avoue que j'ai pas compté, mais cette diversification de l'alimentation est quand même l'un des paramètres d'une bonne alimentation, notamment d'une alimentation de performance. Je reviens là, tu disais le petit déjeuner tout à l'heure. Qu'en est-il du jeûne intermittent? Est-ce que c'est une bonne pratique pour les sportifs ou à éviter? Alors, c'est pas une bonne pratique chez les sportifs. Alors, on trouvera toujours un sportif de haut niveau qui fait le jeûne intermittent et qui est performant, hein. On trouvera toujours aussi beaucoup plus souvent son contraire. Il n'y a pas d'intérêt particulier. Le jeûne intermittent, c'est vécu comme étant un stress cellulaire pour l'organisme. Donc, on ne va pas rajouter un stress supplémentaire pour être performant. Et c'est surtout que ça n'apporte pas de bénéfices particuliers en termes de disponibilité énergétique. Donc, à mon sens, il n'y a pas d'intérêt à faire du jeûne intermittent quand on est sportif. Il est plus approprié pour les personnes qui ne sont pas beaucoup sportifs ou ce genre de choses du coup? Oui, et encore, je ne suis pas convaincu des effets, même en termes d'activité physique de loisir ou de recherche de bien-être. D'accord. Aujourd'hui, on fait beaucoup, il y a beaucoup de polémiques sur le sucre. Est-ce qu'il est l'ennemi, du sportif? Alors non, là encore une fois, quand j'ai dit que je prône la diversification alimentaire et je suis contre supprimer tel ou tel aliment, le sucre en fait partie. Je crois qu'il faut arrêter de diaboliser le sucre. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui en mangent beaucoup trop, ça c'est clair, mais à ce moment-là, il faut réduire la consommation, mais c'est pas une raison non plus pour supprimer complètement le sucre. Il faut en modérer la consommation qui doit vraiment être raisonnée. Si, chez le sportif, orienté vers l'alimentation de l'effort, parce qu'il ne faut pas oublier que le sucre ou ses dérivés, hein, c'est quand même l'apport énergétique essentiel pendant l'effort. Donc, ne pas vouloir prendre de sucre pendant l'effort, notamment pour des efforts de longue durée, c'est une erreur fondamentale. Donc, après, au quotidien, dans l'alimentation du quotidien, il faut en modérer la consommation, il faut en diminuer la consommation pour les gros consommateurs, mais ce n'est pas non plus une raison pour le diaboliser et le supprimer complètement. Est-ce qu'il y a des alternatives? Parce que maintenant, aujourd'hui, on voit toutes sortes d'alternatives, qui viennent au sucre. Est-ce que ça, il faudrait, les prioriser ou finalement, rester sur un bon vieux sucre? J'allais dire, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux viandes. Le tout, c'est d'avoir un produit de qualité. Et pourquoi pas le diversifier aussi. Ok pour prendre du sucre de temps en temps, pourquoi pas le remplacer par des produits d'origine végétale éventuellement de temps en temps. Enfin oui, pourquoi pas. Là où je suis plutôt négatif, où j'ai un avis plutôt négatif, c'est le remplacer par des édulcorants qui ne font que habituer le consommateur à un produit sucré. Et donc ça ne résout pas le problème. Le but c'est de diminuer l'appétence par rapport au sucré, diminuer la dépendance par rapport au sucré. Ce que ne fait pas du tout l'édulcorant. Au contraire, l'édulcorant y contribue à maintenir cette dépendance au goût sucré, avec également toute la problématique de potentiels effets délétères dont on n'a jamais eu euh, la mise en évidence réelle, mais potentielle. Enfin, voilà. Donc oui, pourquoi pas avoir recours à la stevia ou d'autres produits, hein, au pouvoir sucrant, le fructose, ce genre de choses, pourquoi pas, hein. Euh, mais encore une fois, pourquoi pas ne se limiter au sucre et avoir une consommation raisonnée, faible et Tu raisonnée. as parlé de produits de qualité. Qu'est-ce que tu entends par produit de qualité? Est-ce que tu as une définition ou une précision? Non, enfin pas forcément, non, mais
En termes de produits sucrés de qualité, j'élimine tous les produits hyper transformés. Pourquoi pas se limiter au vrai fructose, au glucose basique, issu soit du sucre de betterave. Il faut vraiment être basique en termes de sucre et bannir tous les autres sucres éventuellement transformés. Est-ce qu'il y a une différence? Donc là, je voudrais rentrer un petit peu plus dans les sports. Est-ce qu'il y a une différence entre le sportif, athlète d'endurance ou alors le sportif athlète de force en termes de nutrition, que ce soit durant la journée ou même, pendant ou après l'effort ou avant même? Oui, il y a une grosse différence puisque le sportif d'endurance doit orienter son alimentation sur l'apport énergétique puisqu'il en consomme énormément. Quand on parcourt 1 heure, 2 heures, faire du vélo 3 ou 4 heures, l'apport énergétique et le stockage en énergie est un challenge, est un réel défi pour faire son activité physique et a fortiori d'être performant. Ça impose d'avoir recours pour des très longues durées à une alimentation de l'effort. À l'inverse, celui qui fait du renforcement musculaire, qui fait du travail de force, de puissance, n'aura pas de grosses dépenses énergétiques. Par contre, devra corriger ses apports protéinés pour répondre aux besoins musculaires notamment. Bon, après, il n'y a pas que ça, hein. Il faut aussi, encore une fois, adapter sa densité vitaminique et minérale, qui doit être peut-être un point commun. Et l'autre point commun, c'est l'hydratation. Je pense que tout sportif, quelle que soit sa pratique, doit avoir une hydratation plutôt abondante, on va dire. Bah, tu peux expliquer, pourquoi? C'est quoi les raisons? Si on a une mauvaise hydratation, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, très simplement, si on a une mauvaise hydratation, on ne stockera pas son énergie, puisqu'encore une fois, pour stocker du glycogène issu des féculents, le glycogène étant la forme de stockage de l'énergie issue des féculents, pour stocker ce glycogène, il faut de l'eau, il faut même 2 fois plus d'eau que de glycogène. Donc, un sportif déshydraté ne pourra pas stocker son énergie, même s'il mange des pâtes, du riz ou n'importe quel féculent. L'hydratation influence directement la plasticité aussi des tissus. Donc, pour parler simplement, un muscle, un tendon qui n'est pas bien hydraté a beaucoup plus de risques de se déchirer, d'avoir des lésions ligamentaires, des lésions tendineuses, inflammatoires éventuellement, tout type tendinite, tendinopathie, plutôt qu'un sportif hydraté. Et on a vraiment le lien direct quand on a la double casquette médecin du sport et nutritionniste du sport. Le lien direct entre l'émergence de blessures et un terrain de déshydratation. Je pense que c'est le plus gros facteur de vulnérabilité de blessure, c'est la déshydratation. Donc déjà, par ces deux paramètres-là, rien que ces deux paramètres-là justifient d'avoir une bonne hydratation. Et puis le troisième paramètre majeur, c'est compenser les pertes dues à l'effort, la transpiration, le métabolisme musculaire, l'élévation de la température quand on fait du sport. Tout ça consomme de l'eau qu'il va falloir compenser par des apports adaptés. Et d'où notre règle, bien sûr, à affiner, c'est 1 litre d'eau par heure de pratique sportive. Et comment on sait si on n'est pas assez hydraté? Est-ce qu'il y a des signes? Alors, il y a des signes, oui. Alors, il y a des signes. Alors, pendant l'effort ou en dehors de l'effort, il y a des signes comme le mal de tête dans la journée, ça peut être un signe d'alarme comme quoi on n'est pas bien hydraté. Après, faut jamais avoir soif. Ça, c'est un signe d'alerte aussi. On va parler des signes d'alerte parce que je pense qu'ils sont vraiment essentiels. Ne jamais attendre d'avoir soif pour boire, parce que la soif est une sensation donnée par le cerveau sur des paramètres vasculaires, et le cerveau a globalement analysé qu'il y avait déjà une hémoconcentration, donc une concentration du sang, donc un déficit d'eau installé. Et donc c'est le cerveau qui donne la sensation de soif qui devrait faire boire pour corriger cette hémoconcentration. Donc la soif était un signal d'alerte donné par le cerveau, donc ne jamais attendre d'avoir soif pour boire. Et puis le troisième paramètre qu'on devrait tous faire, c'est regarder la couleur des urines. On doit toujours avoir des urines claires. Pourquoi? Parce qu'avoir des urines foncées montre bien que les reins concentrent les urines à force de réabsorber un maximum d'eau des urines, ce qui est le témoin d'un déficit d'eau. Donc je crois que c'est vraiment les paramètres, la couleur des urines et la sensation de soif qui doivent alerter et permettre d'adapter sa consommation d'eau à ses besoins.
Est-ce que on doit prendre des électrolytes, que ce soit pendant le sport ou durant la journée? On a vu pas mal de marques qui sortent de plus en plus parce qu'ils nous disent que, bah, on boit de l'eau, mais finalement l'eau elle est pas absorbée par le corps, alors du coup il faut qu'on prenne des électrolytes. Est-ce qu'on le doit ou pas du tout? Alors, ces marques-là vendent des produits en stick ou enfin, sous différentes formules. Il faut savoir que c'est. Alors, on nous prône un mélange d'électrolytes, mais c'est avant tout du sodium. Et c'est vrai, parce que le seul besoin minéral à l'effort, c'est le sodium. Donc, sous-entendu le sel, d'où la raison, les pratiques de mettre une pincée de sel dans une boisson d'effort, éventuellement, impérativement quand on a une pratique sous forte chaleur, sous climat chaud. Mais mis à part le sodium, on n'a pas de besoin spécifique pendant l'effort en magnésium, en potassium, enfin voilà, je pourrais tous les citer. Le seul minéral intéressant pendant l'effort et nécessaire, c'est le sodium. Donc là encore, je pense qu'il y a un effet marketing. C'est vrai que ces produits-là sont adaptés à des pratiques sportives, soit de longue durée, où là il y a un besoin minéral particulier, soit une pratique sportive sous climat chaud. Mais il y a très bien l'alternative naturelle, entre guillemets, on peut très bien se passer de ces produits qui ne sont donc loin d'être indispensables, qui est une simple pincée de sel dans une gourde de vélo ou dans un camelback pour faire du trail ou n'importe quoi. Donc voilà, l'alternative nutritionnelle, c'est le sel pour apporter du sodium en infime quantité, puisque votre boisson ne doit pas avoir le goût salé. Et encore une fois, le seul besoin nutritionnel minéral à l'effort reste le sodium. Est-ce que, il y a des signes d'alerte, d'autres signes d'alerte? Alors là, on a parlé de l'hydratation, mais des signes d'alerte, sur, une mauvaise alimentation ou une alimentation qui finalement n'est pas adaptée peut-être à notre pratique sportive? Ouais, le fait d'être fatigué, je pense que c'est la première alerte. Quand on a une pratique sportive et qu'on est fatigué, il faut s'interroger sur est-ce que mon alimentation est correcte? Est-ce que mon alimentation suffit à apporter les vitamines et les minéraux dont j'ai besoin? Suffit à apporter l'hydratation dont j'ai besoin, les apports énergétiques dont j'ai besoin, parce que c'est voilà les trois causes de fatigue chez le sportif, trois causes alimentaires entre guillemets. Je pense que la fatigue, c'est vraiment le premier signe d'alerte. Après, pourquoi pas la contre-performance ou le manque d'entrain au sport ou le manque d'amélioration de performance. Ça doit attirer aussi l'attention sur l'alimentation. Je pense que c'est les deux grands paramètres. OK. La nutrition, du coup, toi, tu es spécialisé un peu dans la prévention des blessures. Alors, comment la nutrition, en fait, elle prévient ces blessures et bah, elle nous empêche de nous blesser, durant notre, effort physique? On l'a déjà évoqué tout à l'heure avec dans une autre thématique. Je pense que la première chose à évoquer, c'est que l'hydratation. Encore une fois, c'est en pratique médicale, c'est moi personnellement, j'ai rarement des blessures sans terrain de déshydratation. Donc c'est vraiment l'hydratation qui est le premier facteur de vulnérabilité par rapport à la blessure. Après, le deuxième, c'est un manque d'apports énergétiques, des apports énergétiques inadaptés. Après, on a des cas particuliers, par exemple l'excès de protéines qui en même temps déshydrate. Donc après, on est dans un cercle vicieux, notamment chez certaines pratiques en salle de renforcement musculaire ou autre, avec des excès de consommation de protéines qui acidifient l'organisme, ammoniac, acide urique notamment, euh, plus un terrain de déshydratation surajouté, puisque l'excès de protéines entraîne une déshydratation. Enfin, voilà, après, on arrive à des petits cocktails d'erreurs, entre guillemets, qui font que ça fait le lit de blessures, notamment musculaires et tendineuses. Ouais, je vois, parce qu'après ça s'accumule et forcément, bah, une chose entraîne une autre et vu que tout est un peu, bah, lié, les uns aux autres, dès qu'il y a un déséquilibre quelque part, ça l'engendre également de l'autre côté. Voilà. Et après, en termes de prévention, bon, effectivement, prévention, hydratation, apport énergétique. Il ne faut pas oublier augmenter ses défenses antioxydantes, c'est-à-dire la capacité de notre organisme à épurer les déchets, à se nettoyer, entre guillemets, hein, pour parler simplement. Le plus puissant antioxydant chez le sportif, ça reste quand même la vitamine C. Donc on en revient à l'importance de notre apport vitaminé quotidien. Et puis après, les acides gras essentiels dont on a parlé avec les poissons gras, les huiles d'assaisonnement, les fruits oléagineux, éventuellement quotidiens, hein, noix, noisettes, amandes, ce genre de choses. Donc ça fait un peu ça fait vraiment la prévention des blessures pour améliorer la qualité de nos tissus.
Alors après, pour la vitamine C, c'est pas une raison non plus pour, quand je dis qu'il faut optimiser ses apports en vitamine C, c'est pas non plus une raison pour avoir recours à des compléments alimentaires. On en reviendra peut-être tout à l'heure, mais voilà, encore une fois, les 5 fruits et légumes par jour ou les 4 produits vitaminés par jour suffisent pour apporter ce dont on a besoin en vitamine C. Et tu parlais d'antioxydants, ou de cures ou ce genre de trucs, ça me fait penser que je suis tombé, l'autre jour sur, des espèces de cures, c'est des jus de fruits ou tout ça et on faut faire une cure, on boit que des jus de fruits et comme ça on détoxifie le corps. Est-ce que Oui, c'est c'est la saisonnalité des, des régimes détox, hein. Donc, on a ça en début d'été pour préparer l'été. On a ça également en plein milieu d'hiver après les fêtes. Voilà, ça, c'est la saisonnalité du marketing des régimes détox. Alors, non, je veux dire, c'est pas un jus de légumes qui va vous remettre en forme. Et c'est surtout pas un one shot de compléments alimentaires ou de produits de ce type. C'est vraiment au quotidien assurer une régularité dans ses apports en vitamine C, en minéraux, qui va permettre à l'organisme de se défendre correctement. Donc tu as dit, durant l'entraînement, on boit, ça c'est primordial et ensuite, par exemple, pour le sportif d'endurance, il va manger, un peu de sucre, que ce soit, sous forme liquide ou sous forme solide. Est-ce que le pratiquant de musculation aussi, heu, doit ou pourrait avoir besoin de prendre, des glucides? Alors non, c'est là où il y a la grande différence. Autant le pratiquant d'endurance doit apporter un peu de carburant, ni plus ni moins, à son muscle, donc avoir une alimentation sucrée, soit liquide, soit solide, pendant l'effort. Autant le pratiquant de musculation, de renforcement musculaire, même dans les sports de combat comme le judo, n'importe lequel, hein, euh, là, on n'a pas besoin de faire son entraînement, même une heure de musculation, on n'a pas besoin d'apport glucidique parce qu'on en a toujours suffisamment en réserve. Surtout, et d'autant plus qu'il y a certains types d'entraînement, notamment en intensité, qui font plus référence à d'autres sources énergétiques, la phosphocréatine notamment, enfin voilà, euh, d'autres filières énergétiques qui ne dépendent pas de la filière du glucose. Donc on n'a pas besoin pour ce type d'exercice d'avoir un apport énergétique pendant la pratique. Alors, tu as dit 1 heure d'effort. Je connais des personnes qui, font, des séances de musculation, qui peuvent durer 1 heure et demie, voire 2 heures et elles prennent, des glucides, à partir, par exemple, d'1 heure et demie de séance, si elles vont jusqu'à 2 heures, parce qu'en fait, sinon, elles ont vraiment un coup de mou durant leur séance. Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que après, ça dépend des personnes? Ou c'est suivant la durée peut-être, de l'entraînement? Alors c'est selon la durée et le type d'entraînement, notamment en musculation, ça dépend du type d'entraînement qu'on fait. Si effectivement on fait 1 heure et demie à 2 heures d'entraînement, ce qu'on appelle en endurance de force, là effectivement ça fait appel aux glucides en termes de récupération, en termes de recharge énergétique, et au bout de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, effectivement, au bout d'un moment, il faut un petit apport énergétique. Après, si on fait même 1 heure ou 2 heures d'entraînement en travaillant que la force, charge lourde, faible répétition, faible nombre de répétitions, mais là l'entraînement prend beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de temps de récup entre les séries, là on n'a pas besoin d'apport énergétique. Et à ce moment-là, il faut se poser la question si la fatigue ressentie, si le coup de mou ressenti sur la deuxième heure n'est pas dû à une fatigue nerveuse, neurologique, due spécifiquement à l'entraînement en force, plutôt qu'un problème énergétique. Donc voilà, tout dépend. Et c'est là où le conseil nutritionnel d'un diététicien nutritionniste est important pour adapter la nutrition spécifiquement au type d'effort. Mais effectivement, encore une fois, il faut s'adapter. Il y a différentes options possibles. Mais en tout cas, dans la première option où c'est un entraînement en endurance de force pendant 1 heure et demie, 2 heures, il faut quand même très peu d'apport glucidique, très peu d'apport énergétique, on va dire dans la deuxième heure ou en fin d'entraînement. Il ne faut vraiment pas beaucoup de glucides. Une simple barre céréalière, ça devrait suffire. C'est pas la peine de passer à des boissons énergétiques comme le sportif en endurance. Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur eatnutswetrust.fr. Le lien est dans les notes de l'épisode. Par rapport aux sportifs,
quels nutriments, lui, il a besoin et sont essentiels, micronutriments, on va dire, principalement? Est-ce qu'il doit faire attention à son zinc, son magnésium ou pas forcément? Non, pas forcément, il doit faire attention à tous ces micro-éléments, tous ces micronutriments. Le zinc au même titre que le cuivre, au même titre que le potassium, le calcium, n'importe lequel. Enfin, je pense qu'il n'y en a pas un qui est à prioriser en particulier. Parce qu'on entend beaucoup maintenant, c'est forcément encore les marques qui vendent un produit. C'est, aujourd'hui, il faut, quasiment absolument, alors là, je vais parler de compléments, mais on va y venir un petit peu après. Mais il faut avoir, plus de magnésium, plus de zinc, parce qu'on se dépense beaucoup et donc on a des besoins supérieurs aux autres. Et comment on peut savoir tout ça? Alors déjà, c'est pas parce qu'on a c'est pas parce qu'on fait 1 heure ou 2 heures de sport par jour qu'on a forcément des besoins minéraux énormément supérieurs, on va dire. Ils sont supérieurs certes, mais pas de beaucoup. Euh, alors, il faut se sortir du concept je suis fatigué, donc j'ai besoin d'une cure de magnésium, comme le marketing peut bien l'entendre dire, ce qui est complètement faux. Le magnésium n'est pas impliqué forcément dans l'émergence d'une fatigue. Par contre, sur lequel il faut insister, c'est que on veut toujours qu'il n'y ait pas de déficit en minéraux ou en vitamines, mais on oublie aussi qu'un excès de vitamines et de minéraux peut être délétère. Si vous prenez un excès de fer par une complémentation inadaptée, ça va limiter au niveau des récepteurs l'assimilation d'autres microéléments comme le magnésium par exemple ou le phosphore. Si vous prenez trop de vitamine C, je vais parler de la vitamine C qui était antioxydante, certes elle est antioxydante jusqu'à un besoin équilibré, mais si vous prenez tous les jours un shoot en complément alimentaire de vitamine C, à ce moment-là, il y a un mécanisme de protection de l'organisme qui bloque tous les mécanismes de fabrication d'enzymes par la vitamine C. Et donc, du coup, c'est un effet pro-oxydatif, c'est un effet inverse recherché. Donc, on n'est plus du tout antioxydant, on est plutôt pro-oxydatif. Donc, il faut vraiment intégrer le fait que tout excès en minéraux, en certains minéraux, vitamines ou minéraux, effectivement, peuvent avoir un effet délétère, soit sur d'autres minéraux et vitamines, soit sur la fonction même de l'élément. Donc ça ne sert à rien de maximiser ses apports et se sortir, il faut vraiment se sortir ça ne peut pas faire de mal. Bah si, une cure de minéraux ou de vitamines, notamment à forte dose, peut être délétère pour l'organisme. Comment on fait alors du coup pour savoir, si on fait les choses correctement, si on mange suffisamment? Alors, comme tu as dit, hein, si on est un peu fatigué, c'est peut-être plus par rapport à l'alimentation et c'est pas forcément nécessaire d'aller chercher, des compléments ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose où il faut faire une prise de sang ou c'est vraiment avec un spécialiste, qu'on voit ça? Alors, ça peut être avec un spécialiste de voir ça bien avant de faire une prise de sang, parce que la prise de sang, moi, j'en relativise de plus en plus l'intérêt. Après, au quotidien, c'est quand même avoir recours à certains repères. Bon, j'ai parlé des 5 fruits et légumes par jour ou des 4 produits vitaminés par jour. Avoir euh, deux légumes secs ou deux légumineuses par semaine. Et puis avoir, si possible, recours le plus souvent possible aux produits complets. On a parlé des féculents tout à l'heure pour l'apport énergétique. Eh bien, privilégier les pâtes complètes, le riz complet ou semi-complet. Tout ça, ce sont des petits détails au quotidien qui permettent d'enrichir énormément en minéraux, notamment. Et je crois qu'aussi on remplit toutes les cases comme ça de l'alimentation, si on fait attention à enrichir comme ça par des aliments de bonne qualité, normalement, même si on a un niveau de pratique sportive à haut niveau de pratique, on va dire, l'alimentation suffit pour apporter suffisamment de minéraux, de vitamines, d'antioxydants. Normalement, il n'y a aucun problème. Comment, on peut réussir alors, à s'organiser, dans un environnement propice, je vais dire à la malbouffe. Maintenant on voit que forcément, hein, quand on veut manger, je vais dire sainement ou correctement équilibré et ben, on a souvent, certaines personnes qui viennent nous dire: «Ah mais, ce que tu manges ça a pas l'air ouf» ou tout ça. Comment on peut faire pour, pas pour montrer qu'on fait les bonnes choses, mais pour, s'intégrer un peu dans ce milieu-là qui nous pousse vers toujours plus de fast-food ou toujours plus de ce genre de produits?
Bah, après, je suis pas sûr que les consommateurs qui ont recours au fast-food ou autres éprouvent vraiment un réel plaisir à y aller. Il y a une partie quand même qui y vont par commodité, par facilité. Et alors après, il y a le concept, effectivement, j'avais commencé par ça, l'alimentation équilibrée est trop banale, et trop, voilà, il faut se sortir de ça parce que c'est trop commun. Bah, j'allais dire, essayer de retrouver du plaisir à cuisiner, essayer de retrouver du plaisir justement à se sortir de cette ornière dans laquelle on vous a mis peut-être à avoir recours trop rapidement au plat cuisiné, au fast-food, voilà, à la restauration rapide ou autre. Euh, c'est un peu un engrenage qui était influencé peut-être par des messages marketing, l'industrie agroalimentaire ou autre. Bah, arrêtons d'en être victimes et essayons de retrouver le plaisir à manger, le plaisir à cuisiner. Et on a forcément, chacun a forcément des plats qu'il aime à cuisiner. Le tout, c'est à s'y intéresser en fait, à s'intéresser à sa cuisine, à s'intéresser à sa santé également, parce qu'être convaincu que ce qu'on va faire soi-même sera de toute façon toujours meilleur pour la santé que cette alimentation, ces restaurations rapides. Oui, puis comme là, c'est la fameuse phrase qui dit qu'il faut que la nutrition, soit à ta santé, parce que, ben, c'est un peu le pilier, c'est la base. Sans ça, on peut pas, manger, mal et se dire que je vais prendre des compléments pour compenser. Voilà, exactement. Surtout que les compléments, quid de leur assimilation, hein. Eh ben, on va y venir à ces compléments. Et déjà, c'est quoi la différence entre un produit diététique pour sportifs et un complément alimentaire? Alors, un produit diététique pour sportif est un produit qui répond à un besoin spécifique de l'effort. Alors, on y a recours quand la disponibilité en aliments est impossible. Alors, si vous voulez des exemples, bon, on a parlé tout à l'heure du pratiquant de musculation, ça peut être la whey, le gainer, les poudres de protéines, les poudres de BCAA, etc., que l'on peut prendre sous forme de shaker. Quand la disponibilité en aliments n'est pas possible, c'est-à-dire bah, quand j'ai pas la possibilité d'avoir ma ration de récupération au frigo avec un fromage blanc, un yaourt hyper protéiné ou ce genre de choses, ou parce que je fais ma séance de muscu et que je retourne au boulot en sortant de ma séance, donc j'ai pas le temps, voilà, j'ai pas la possibilité de m'installer pour un vrai repas. Euh, Chez le pratiquant d'endurance, forcément, quand on est en course, notamment des courses de longue durée, les triathlons, etc., on est bien obligé d'avoir recours parfois à des produits diététiques de l'effort que sont les boissons énergétiques. Donc voilà, quand on n'a pas la possibilité d'avoir des aliments pour répondre à un besoin énergétique ou autre pendant l'effort, on peut avoir recours à ces produits diététiques de l'effort qui correspondent à un besoin spécifique de l'effort, avant, pendant ou après l'effort. Alors, il y a toujours l'alternative alimentaire, mais justement, c'est fait quand cette alternative alimentaire n'est pas possible. Puis après, vous avez les compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, il y a c'est un ensemble de tout et de rien. Il y a beaucoup d'éléments dedans. Ça peut être des compléments polyvitaminiques. C'est un complément alimentaire qui permet de répondre en théorie à un besoin spécifique. Alors, si je prends un exemple, on est fatigué, on est carencé en fer, pourtant notre alimentation est riche en aliments contenant du fer, comme de la viande rouge, viande blanche, les œufs, les légumineuses, etc. Malgré des adaptations alimentaires, on est toujours carencé en fer. Et bien là, on a, à juste raison, une indication à prendre un complément alimentaire en fer pour répondre à un besoin qui n'est pas couvert par l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment la définition du complément alimentaire. Ça répond à un besoin qui n'est pas couvert par l'alimentation. Puis après, Très bien. il y a une troisième catégorie que sont les suppléments alimentaires. Et là, on retrouve tout et n'importe quoi. Donc là, c'est les cures de magnésium. Vous êtes fatigué, faites une cure de magnésium, ce qui ressemble à rien du tout. On n'a jamais dit que la fatigue était due au magnésium. Et c'est pas grave, c'est marketing, ça fait vendre, etc. Donc c'est tous les complexes vitaminiques, des complexes et minéraux, ou polyvitaminiques et minéraux. Ça peut être tous les aliments protéinés, parce qu'il n'y a pas que les minéraux et les vitamines, hein. Globalement, c'est toute l'industrie des suppléments alimentaires, sous forme de gélules, poudres, etc., n'importe quoi, qui ne sont pas là pour répondre à une carence spécifique.
mais qui sont là pour répondre à ah bah ça peut pas faire de mal, ça m'éviterait d'être fatigué cet hiver, ça m'éviterait d'être carencé, voilà. Tous ces lobbying un peu entretenus par le marketing et qui font malheureusement vendre des produits qui ne sont pas forcément, enfin rarement même indiqués tant pour la santé que pour les besoins de l'individu. Donc finalement, il y a à aucun moment pour, un sportif qui soit, athlète de haut niveau ou, un simple sportif qui s'entraîne, 5 ou 6 fois par semaine, le besoin de prendre, alors je vais pas dire des compléments du coup, mais des suppléments, alimentaires? Encore une fois, les suppléments n'ont qu'un intérêt, c'est de finalement, c'est un effet placebo, ça rassure le sportif, au moins avec ça, je ne vais manquer de rien, hein, c'est un peu leur comportement. Ou alors après, c'est un peu des montages de performance. J'étais performant, j'ai pris en prenant, je sais pas moi, tel ou tel complément. Du coup, après, à chaque compétition importante, on le reprend pour reproduire un peu le même schéma de performance. Mais on en revient toujours à la même chose. C'est plus dans un but de rassurer qu'avoir un réel besoin spécifique en ce supplément. Et on entend pas mal, parler, qu'aujourd'hui dans l'alimentation, il y a plus de vitamines ou dans les légumes par exemple ou dans les fruits, bah, il y a de moins en moins de vitamines et tout ça et donc c'est pour ça que je me supplémente, parce qu'au moins comme ça, bah, comme tu disais, bah, ça me rassure et je sais que j'en ai plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est avéré? Ou est-ce que c'est encore une fois juste, marketing pour dire, bah, prenez des suppléments comme ça au moins vous êtes sûr, d'en avoir suffisamment? Je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a quand même essentiellement une raison marketing, parce que même quand on achète ses fruits chez le commerçant, ses fruits et légumes, je pense que ça reste à prouver qu'il y ait moins de bonne densité, ou en tout cas une densité minérale et vitaminique insuffisante par rapport aux besoins avérés. Après, c'est encore une fois, chacun doit adapter son comportement alimentaire, ses choix alimentaires. Je pense que quand on privilégie les filières locales, alors pas forcément du bio ou autre, hein, mais enfin voilà, quand on privilégie une fois de plus la qualité des aliments, il n'y a pas de raison que notre courgette, notre tomate, notre orange, notre pêche soit pauvre en minéraux et vitamines et ne répondent pas à nos besoins. Donc, encore une fois, plutôt que d'avoir recours aux suppléments alimentaires, posons-nous la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir une alimentation de qualité? Donc, privilégier les filières courtes, pourquoi pas me faire un petit potager chez moi si j'en ai la possibilité par rapport à la faisabilité. Enfin voilà, il y a toujours une solution à trouver, je pense, pour avoir une alimentation de qualité plutôt que avoir la facilité de prendre des suppléments dont, encore une fois, l'impact reste complètement hypothétique. Et puis c'est quand même plus sympa de manger quelque chose, de mâcher quelque chose et de se faire plaisir en mangeant plutôt que de prendre, une gélule ou une poudre. C'est surtout plus savoureux, effectivement. Et donc, finalement, un complément alimentaire, on n'en prendra un que, après, avoir vu un spécialiste qui nous a, plus ou moins diagnostiqué peut-être, une faiblesse dans telle ou telle, problématique. Voilà, c'est tout l'intérêt de la consultation spécifique en nutrition du sport. Encore une fois, il n'y a pas que les médecins, il y a les diététiciens nutritionnistes diplômés pour ça, qui sont en capacité d'identifier une carence potentielle et de la complémenter. Et si jamais ça ne suffit pas, effectivement, là, après, on passe au bilan sanguin. Alors, l'inconvénient des bilans sanguins, c'est qu'ils sont très onéreux, hein, ça coûte cher. On voit maintenant fleurir des bilans sanguins entre 200 et 300 euros. Alors curieusement, c'est toujours les mêmes laboratoires qui les font. C'est souvent les mêmes praticiens aussi qui les demandent. Enfin bref, c'est pas remboursé par la sécurité sociale et c'est justifié. Euh, mais après, je pense que ce qu'on oublie, c'est que ces bilans sanguins répondent à un état de santé ou à un état des lieux à l'instant T, c'est-à-dire au moment du prélèvement, mais ne correspondent pas forcément à un état des lieux sur plusieurs jours qui pourrait expliquer un mal-être, une fatigue ou n'importe quoi. Donc, il faut toujours relativiser un peu ces prélèvements sanguins qui sont un peu trop, qui ont une interprétation un peu trop instantanée. Et après, on peut toujours
On peut toujours interpréter comme on veut un bilan sanguin. Si vous avez une faible carence, parce qu'en général, les carences que l'on retrouve dans les micro-éléments, style zinc, cuivre, etc., c'est des carences qui sont vraiment très limites. On est vraiment à la limite inférieure. On en profite pour forcément supplémenter l'individu, mais il dit que le lendemain, le cuivre ou le fameux zinc n'était pas normal et normalisé naturellement par l'adaptation de l'organisme. Vous voyez. Donc finalement, ces bilans sanguins ne sont pas forcément le moyen idéal de mettre en évidence une carence potentielle, contrairement au réel bilan nutritionnel correctement fait par un professionnel. Et il y a les compléments, les suppléments, santé, les compléments suppléments performance. D'abord, par exemple, la vitamine D, est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait prendre, qu'en hiver, tout le temps? Est-ce qu'il y a quand même des suppléments, des compléments qu'on devrait peut-être prendre ou vraiment non, il y en a aucun, même, suivant la période? Bah, tu as cité le seul qui est actuellement reconnu, notamment chez les sportifs, c'est la vitamine D, qui est la seule complémentation qui doit être systématique parce qu'on manque d'ensoleillement, parce que voilà, il y a une carence dans la population générale. Alors je ne sais plus les statistiques, hein, le pourcentage, mais qui est quand même relativement fréquente. Et donc tout sportif doit prendre, alors après différents protocoles, hein, est-ce qu'on en prend tous les jours à microdose, est-ce qu'on en prend une dose en octobre-novembre, une dose en sortie d'hiver en février-mars. A fortiori chez les jeunes pratiquants, hein, l'adolescent, hein, ça c'est clair, mais c'est la seule complémentation qui est reconnue. Mais en dehors de ça, non, c'est au cas par cas en fonction de l'adaptation de l'individu. OK pour la santé, et pour la performance, bah, par exemple, pour la musculation, on dit qu'il faut prendre, enfin on dit, il y en a pas mal qui prennent de la créatine, des BCAA parce que ça rend plus fort, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est encore une fois du marketing? Alors, c'est effectivement, il y a beaucoup de marketing là-dedans et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai voulu refaire une revue bibliographique spécifique sur les BCA, la créatine, la spiruline, enfin voilà, les principaux suppléments que les sportifs sont en capacité de prendre. Alors, il ne faut pas faire un cas général, une généralité. Les BCA, c'est vrai qu'on a besoin de BCA en récupération, notamment des efforts de force, de puissance, donc après des séances de musculation. Alors ça, c'est vrai. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les excès de BCA n'ont pas montré leur efficacité, bien au contraire. On suspecte qu'ils soient plutôt délétères. Donc, encore une fois, ça ne sert à rien de se prendre un shoot de BCA en sortant d'une séance de musculation. Il faut encore une fois en prendre en quantité raisonnée et adaptée. Et encore une fois, quels sont les aliments les plus riches en BCA? Bah, ça tombe bien, c'est les produits laitiers, notamment les fromages blancs, yaourts enrichis en protéines, etc. Ce sont des produits qui sont enrichis naturellement, très riches naturellement en BCA. Donc on en revient évidemment à des pratiques nutritionnelles, des stratégies nutritionnelles courantes, faisant appel à des aliments courants, que sont les protéines laitières, qui ont un atout d'apporter des protéines les plus rapidement assimilées en récupération des efforts de force et de puissance. Donc ce sont des protéines d'excellente qualité. J'ouvre une parenthèse, d'ailleurs, les protéines que vous achetez en poudre sont issues du lactosérum, donc sont des protéines laitières, hein. Donc autant en prendre vraiment le produit basique, c'est-à-dire le fromage blanc, bon j'aime pas citer des marques, mais les yaourts, le fromage blanc enrichi en protéines, les petits suisses, ce genre de choses. Encore une fois, ça sera bien plus savoureux peut-être que de prendre un shaker ou une gélule de BCA. Et ce sont des produits qui ont tous les intérêts, tout ce dont on a besoin en récupération. Les protéines laitières, le calcium, des minéraux, et puis les fameux BCA en grande quantité, donc et de façon adaptée. Donc oui, les BCA sont indispensables en récupération, mais encore une fois, c'est pas une raison supplémentaire d'en prendre en poudre ou en comprimé, sachant que l'alimentation suffit, une fois de plus, à répondre aux besoins. Même chose pour la créatine. La créatine, on en mange tous, hein. Donc, si on prend de la créatine en supplément alimentaire, ça arrête notre fabrication endogène de créatine, donc la fabrication par le foie, par notre propre foie de créatine. Donc, finalement, c'est un peu les vases communicants et en prendre de la créatine, oui, encore une fois, c'est 1 gramme, 3 grammes maximum. On en est complètement sorti des anciens protocoles à 5 grammes et plus. Donc encore une fois, adaptons la posologie si jamais on en prend.
Si on en prend, c'est par cure courte, c'est jamais 2 mois de créatine. Donc il y a une façon de la prendre, et puis il ne faut pas en attendre des miracles. Posons-nous la question, est-ce que mon alimentation apporte suffisamment de créatine à mon entraînement? Donc là, après, on en revient effectivement à est-ce que j'ai une alimentation, une ration de récupération adaptée? Est-ce que je mange viande, poisson, des œufs, du jambon régulièrement? Enfin voilà, on en revient à notre socle d'alimentation équilibrée. Et puis des adaptations spécifiques à la pratique, c'est-à-dire en récupération de sens de muscu, même si je recherche un développement de masse musculaire, eh bien, c'est mes 3 petits Suisses avec du pain d'épices, une tartine avec, enfin voilà, avec un apport énergétique supplémentaire, une banane. Enfin voilà, on a toujours des alternatives alimentaires. Et pourquoi pas pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'alimentation, se faire son propre gâteau pour le sport, conçu soi-même le week-end pour toute la semaine, et qui est une composition idéale, qui apporte des protéines en grande quantité, un apport énergétique. Et là, on a une ration de récupération sous forme de cake, sous forme de gâteau, entre guillemets. Alors, c'est pas des pâtisseries, hein. C'est un gâteau spécifique pour la récupération. Et c'est très savoureux de le prendre comme ça, d'avoir un cake, un gâteau au chocolat ou autre, un gâteau aux carottes, etc., un banana bread en récupération. C'est savoureux, ça fait du bien, et ça répond à nos obligations nutritionnelles pour prendre de la masse ou pour récupérer d'un entraînement en force. On n'en a pas parlé encore d'un supplément, le collagène. Est-ce que c'est dans la même veine ou est-ce qu'il est plus du côté de la vitamine D? J'allais répondre par une question. Est-ce qu'on peut concevoir que le collagène pris en poudre, en gélule, en comprimé, quelle que soit la forme, puisse se retrouver sous la même forme au niveau des fibres musculaires en termes et prévenir des blessures ou développer des fibres musculaires? On en revient toujours au principe de l'assimilation et qu'un Voilà. produit sera toujours mieux assimilé par une vraie alimentation que par un produit ultra transformé qui sont les poudres, etc., quoi. Voilà, alors il faut savoir que le collagène, c'est très à la mode en ce moment. Il y a mes collègues, mes consoeurs qui sont à la Société française de nutrition du sport, qui est une société savante, hein, qui a pour but de promouvoir les bonnes pratiques nutritionnelles chez les sportifs et l'adaptation de l'alimentation spécifique aux sportifs. On a un petit groupe de travail de recherche scientifique et on établit régulièrement des protocoles. Et il y a un groupe de travail actuellement sur le collagène. Il faut savoir que dans les références bibliographiques actuellement, sur tous les travaux actuellement publiés, rien ne prouve que la prise de collagène en supplément alimentaire soit réellement assimilée et encore moins arrive là où on veut qu'elle arrive, c'est-à-dire la cible, c'est la cellule musculaire, c'est le tissu collagène des muscles. Et rien n'indique que le comprimé puisse être assimilé suffisamment par l'appareil digestif, puisse être transporté au niveau sanguin et puisse rentrer dans la fibre musculaire. Enfin voilà, il y a tout un traçage comme ça qui reste un grand flou. Et on pense actuellement que cette problématique du collagène ne servirait qu'une seule chose, c'est augmenter finalement l'apport protéiné global, parce que le collagène apporte des protéines et rien de plus. Donc voilà, je pense que les travaux ultérieurs confirmeront ou pas ces données, mais actuellement c'est une grande utopie que de prendre du collagène, tant pour éviter les blessures que pour développer sa masse musculaire. Bah, merci pour toutes ces explications. J'aimerais quand même te poser la question, quels conseils, tu pourrais donner pour choisir un complément ou un supplément alimentaire si la personne, elle voulait quand même en prendre? Est-ce qu'il y a quand même des règles un peu à vérifier pour éviter de prendre, le pire, du pire? Alors oui, il y a une règle majeure. Je pense que s'il y a une seule règle à respecter, c'est celle-là. Il ne faut pas oublier que tous ces microéléments, vitamines, minéraux, sont conçus pour agir en faible quantité. Quand on voit les besoins nutritionnels, c'est toujours des milligrammes, des microgrammes, des nanogrammes parfois. Enfin, c'est des micro-éléments qui agissent en faible quantité. Donc s'il y a des produits à éviter, c'est les produits qui donnent vraiment des grosses quantités en microéléments, qu'ils soient vitamines ou minéraux. Donc il faut se sortir des produits où vous voyez un comprimé apporte 100% des besoins, etc. Non, non. Prenez les produits les plus faiblement dosés. Ça sera toujours beaucoup plus efficace qu'un produit fortement dosé.
super. J'ai encore une question, moi, sur les collations. Est-ce ce serait quoi la meilleure collation pour, heu, avant et après, le sport pour, par exemple, un, sportif d'endurance et pareil pour un sportif, plus, de force ou de musculation, classique? Alors c'est compliqué à répondre parce que, c'est pour ça que dans mon livre, ça occupe une grande partie du bouquin. C'est différent parce que si on prend d'abord le premier cas, le sportif dans l'endurance, ça dépend s'il fait, 1 heure de course à pied ou s'il fait 3 heures de vélo. Globalement avant, alors on n'est pas dans un contexte de compétition, on est dans un contexte d'entraînement. Je pense qu'avant, si on fait 1 heure de course à pied, il n'y a pas besoin de grand-chose, si ce n'est que de bien s'hydrater, penser à bien s'hydrater dans l'heure qui précède l'effort. Et si on est en fin de journée et le dernier repas remonte au repas du midi, bah, c'est pas une erreur que de prendre un fruit un peu énergétique comme une banane ou un petit produit céréalier, une tartine avec un fruit écrasé, du pain d'épices, ce genre de choses, un petit produit énergétique éventuellement avant de partir courir. Bien que on peut courir 1 heure sans apport énergétique. Donc le seul élément indispensable, ça reste être bien hydraté avant sa pratique parce que pendant 1 heure, on va transpirer et on va pas boire. Donc voilà, c'est le seul impératif, l'heure qui précède l'effort, bien s'hydrater, par petite Quand quantité régulièrement. quand tu dis bien s'hydrater, donc ça peut être eau, thé, tisane, C'est tout ça? essentiellement de l'eau parce que le thé, c'est plutôt diurétique, les tisanes, certaines plantes aussi sont diurétiques, donc ça fait plus perdre de l'eau en urinant que de recharger les citernes hydriques. Donc c'est vraiment de l'eau pure, même sans ajout de sucre ou pas de jus, quoi que ce soit. C'est vraiment de l'eau pure. On prend sa bouteille et dans l'heure qui précède l'effort, donc l'effort c'est l'échauffement, il faut boire au minimum entre 1 demi-litre et 1 litre d'eau dans l'heure qui précède l'effort. OK, très Pendant bien. l'effort, si c'est 1 heure d'endurance, on a besoin de rien du tout. Et en récupération, alors le but c'est de... Alors là, on n'a pas besoin d'un apport énergétique énorme. Ce qui est recommandé quand même, c'est d'avoir un petit apport à la fois sucré pour maintenir les récepteurs à l'insuline. Enfin, après, on est un peu dans la biochimie. Ça permet de manger sucré après un effort d'endurance. Ça permet de maintenir les récepteurs insuliniques qui vont permettre, lors du repas suivant, même s'il est 1 heure ou 1 heure et demie après, de recharger en énergie. Donc pendant l'heure de footing, on a consommé du glycogène issu des féculents. Le but du repas qui va suivre, c'est de recharger en glycogène. Et bien, ce petit apport sucré à la fin de l'entraînement va permettre justement d'optimiser cette recharge en glycogène. Il faut apporter un peu d'antioxydants pour, entre guillemets, épurer notre organisme des toxiques générés. Et pourquoi pas le faire juste après l'effort, là où on en a le plus besoin. Même si 1 heure d'effort en endurance, ça n'a pas généré beaucoup de déchets. Hein. Bon, si on a fait un peu de fractionné, un peu de série, là, pourquoi pas. Donc finalement, en pratique, c'est quoi? En récupération immédiate de l'effort, d'1 heure de footing, finalement, c'est un fruit riche en vitamine C qui contient en même temps du sucre. Pourquoi pas une orange, 2-3 clémentines, euh, éventuellement un biscuit céréalier avec un fruit en rentrant. Enfin, ou alors, pourquoi pas rien du tout, sachant que on rentre du footing, on rentre chez soi et on mange dans la foulée. Ça peut très bien se concevoir. Mais dans ce dernier cas, la seule obligation, c'est de boire. Donc on revient du footing, c'est là où il faut boire. Si on a un délai important par rapport au repas qui suit, là, c'est là où on va prendre un fruit, éventuellement un produit céréalier en plus, mais sinon on peut très bien gérer sans apport énergétique au retour d'1 heure de footing et attendre le repas du soir qui suit. Par contre, il faut boire. Euh, Si je prends l'autre cas d'endurance où c'est 3 heures de vélo, tout ce que je viens de dire chez le coureur à pied en option, là ça devient indispensable. Après 3 heures de vélo, c'est là où il faut un apport énergétique, euh, un apport en vitamine C, donc un apport fruité. Et puis après 3 heures de vélo, on a un peu fatigué les fibres musculaires, pourquoi pas un petit apport en protéines. Les seuls besoins en récupération, c'est, encore une fois, même après 3 heures de vélo, c'est avant tout de l'eau, un peu de glucides énergétiques, très peu de protéines et un peu de vitamine C. Donc en clair, pour rester pratique, ça peut très bien être un fromage blanc avec des fruits rouges, et puis un biscuit céréalier à côté, ou alors un pain d'épices, une tartine avec de la confiture, pourquoi pas. Enfin,
tout est envisageable. Dans le fromage blanc sucré aux fruits rouges, vous avez la vitamine C des fruits rouges, puisque les fruits rouges sont bourrés de vitamine C. Vous avez un peu de protéines. Les produits céréaliers, ça apporte de l'énergie. Donc voilà, en 2 produits, vous avez répondu aux impératifs nutritionnels. Surtout que celui qui fait 3 heures d'effort en endurance, il va manger aussi pendant l'effort. Voilà, pendant l'effort, il aura mangé, il aura pris une boisson énergétique. Alors là, c'est pareil, soit on achète un produit diététique pour sportif, soit on fait sa boisson énergétique soi-même, hein. Donc dans une gourde de vélo, on met un fond de sirop de fruits, sirop de grenadine, sirop de fraise ou autre, et une pincée de sel s'il fait chaud. Et on a fait une bonne boisson énergétique. Ou alors on mange une barre céréalière, un produit céréalier pendant son entraînement, une pâte de fruits. C'est tout à fait valable également. Quand tu dis produits céréaliers, c'est pas forcément quelque chose avec, des oléagineux ou ce genre de choses, ça peut être que du sucre, entre guillemets, comme tu as dit, la pâte de fruits? Oui, ça peut très bien être une pâte de fruits ou ce qu'on fait maintenant, il y a les biscuits céréaliers là, qui sont vraiment que des biscuits énergétiques céréaliers, ça apporte que des glucides. Mmh, très bien et de l'autre côté, pour, la personne qui fait plus, un sport de force ou, de musculation? Alors, sport de force ou de musculation, alors avant l'effort, ça sera toujours de bien s'hydrater. Encore une fois, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment, moi en pratique quotidienne, avec ma casquette de médecin du sport, c'est vraiment une vulnérabilité majeure de blessure qu'être déshydraté. Donc, être bien hydraté pendant l'effort, que de l'eau, rien d'autre. Et puis en récupération, c'est là il faudra une collation. Alors là, il y a 2 cas de figure. Soit on fait de la musculation pour un entretien ou un travail de la force, soit on fait de la musculation pour développer sa masse musculaire. Dans les 2 cas, il faudra un apport protéiné. Et là, la protéine laitière a sa supériorité, dont le grammage est proportionnel au poids de l'individu, au poids du sportif. Mais ça sera donc soit un produit les yaourts hyperprotéinés qui sont un peu à la mode en ce moment, soit un fromage blanc, soit à base de petits suisses, donc 2 ou 3 en fonction du poids du sportif, avec un fruit frais, un fruit riche en vitamine C. Donc on est bientôt les fruits d'été, la pêche, poire, pourquoi pas également. Pourquoi pas les fruits rouges, même éventuellement les fruits rouges surgelés, puisque la surgélation préserve la vitamine C. Et puis, a fortiori, celui qui veut prendre de la masse musculaire a le tort de se limiter à ça comme ration, c'est-à-dire des protéines. On oublie quand même une notion fondamentale, c'est que construire du muscle coûte cher en énergie. Donc, il faut impérativement en récupération un apport énergétique. Et donc, il faudra associer à son fromage blanc hyperprotéiné un apport énergétique, un apport glucidique. Ça peut être une banane, tout simplement. Donc, une banane, du fromage blanc, ça suffit pour faire la base, en tout cas, de répondre en tout cas à la base des besoins nutritionnels après une séance de muscu. Et après, on adaptera le grammage par rapport au poids du sportif et à l'objectif recherché, que ce soit simplement développer la force ou une prise de masse musculaire. Tu dis, on adaptera le grammage parce qu'il y a un grammage à ne pas dépasser où il faut être entre, je sais pas, entre 20 et 30 grammes de protéines ou ça dépend, le taux de protéines qu'on a aussi sur toute la journée? Oui, il faut être. La norme, c'est 0,3 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel. Donc quelqu'un qui fait 70 kilos, ça fera globalement 20 grammes de protéines en ration. Ça lui permet déjà de prendre de la masse musculaire à 20 grammes de protéines en récupération immédiate. Mais c'est là où il faudra à peu près quasiment le double en glucides. Donc si on veut prendre de la masse musculaire, à côté des 20 grammes de protéines, c'est-à-dire les 3 petits suisses, il faudra sa tartine avec sa banane écrasée ou ce genre de choses. Pour avoir un apport énergétique qui permette de construire de la fibre. Bah, écoute, c'est très, très clair. J'aimerais que tu me parles un petit peu de ton livre, qui vient de sortir. Il me semble que c'était le 9 avril, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, oui, c'est mon deuxième de nutrition du sport, puisque le premier datait de 2009 et il était complètement obsolète. Et le but de ce deuxième livre, c'est justement de répondre aux besoins spécifiques du sportif. Là, je suis un peu moins sport santé que mon premier livre. Là, je suis vraiment, ça répond vraiment aux besoins du sportif. Alors qu'il soit loisir ou compétitif, hein, qu'on fasse du sport loisir ou qu'on soit réellement compétiteur. Et mon but, c'était un peu de décliner ce qui se fait dans le haut niveau,
en pratique nutritionnelle, de le décliner aux sportifs courants et surtout de donner quelques petites recettes, quelques petits trucs, quelques astuces pour convaincre les sportifs qu'on peut répondre à une stratégie nutritionnelle, même parfois très compliquée quand on a des grammages, si je reprends le dernier cas, des grammages en protéines pour prendre de la masse, des grammages très importants, de toujours privilégier l'aliment. Et je me suis, dans ce livre, je me suis attaché à toujours donner des solutions alimentaires qui sont bien sûr bien plus savoureuses que les produits diététiques pour sportifs, qui répondent vraiment à différents objectifs, que ce soit dans la récup des sports d'endurance, même euh, des énergie balls, voilà, des produits à faire soi-même, des produits énergétiques à faire soi-même pendant l'effort, qui répondent aux besoins énergétiques pendant l'effort, plutôt que d'avoir recours à des produits commercialisés. Voilà. Mon but, c'était de montrer qu'il y a tout dans l'alimentation, en fait. Il y a tout dans l'alimentation courante, et qu'on peut faire soi-même une très bonne ration d'attente, d'effort ou de récupération, quel que soit le niveau de pratique que l'on a, à base des aliments courants. Et j'espère que, alors c'est pour ça que je termine mon livre par 30 recettes sportives, qui sont justement des recettes d'aliments comme ça, issus d'aliments courants, et qui répondent à différentes problématiques et différentes stratégies nutritionnelles du sportif. Donc c'est un peu la théorie d'un côté et la mise en pratique de l'autre, qui se réunit dans ce livre. Super, c'est exactement ce qu'on essaie de promouvoir un peu avec, Nuts Talk, hein. C'est, en gros, il faut d'abord manger parce que c'est quand même, la base et puis c'est quand même super bon, c'est ça le plaisir et puis, on verra après par la suite pour se complémenter, supplémenter si jamais il y a un problème ou quelque chose, quoi. Voilà. En tout cas, je mettrai le lien, de ton livre, dans les notes de l'épisode pour les personnes qui sont intéressées. Merci On bien. arrive tout doucement à la dernière question de l'épisode. C'est quoi, toi, ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation, ton snack favori? Ça peut être aussi un plat ou un simple aliment. Alors, c'est pas, j'ai pas de plat vraiment sur lequel je suis fan, même si mes fruits préférés, ça reste la fraise et l'abricot, par exemple. Mais je dois avouer mes faiblesses quand même pour le sucré, pour les desserts. Et finalement, c'est l'une de mes raisons aussi d'avoir une alimentation un peu, alors peut-être un peu trop équilibrée, parce que après, ça devient peut-être une déformation professionnelle. Mais voilà, je respecte, j'essaye de respecter ce socle alimentaire dont j'ai parlé, ce socle fondamental d'équilibre alimentaire, qui me permet de me faire plaisir de temps en temps, avec des desserts, sans pour autant avoir d'impact en termes de santé, puisque j'ai toujours mon socle alimentaire qui est là pour me défendre. Mais effectivement, j'ai un petit faible pour les desserts et pour le sucré. Et un en particulier ou non, c'est vraiment, tous les desserts? Non, j'en ai pas j'en ai pas en particulier. J'aime bien tous les bons desserts, on va dire. Mais après, j'aime tellement ça que je le fais moi-même. J'aime bien le fait maison, justement, en accord à ce qu'on a dit tout à l'heure, justement pour diminuer fortement la quantité de sucre, parce que je trouve que dans les pâtisseries actuelles, on a avant tout le goût du sucre plutôt que de la pâtisserie. Donc, quand je dis que j'ai un petit faible pour les desserts, c'est quand même les desserts faits maison avec une modération des produits sucrés. Super, merci beaucoup. Si on veut un petit peu plus de toi, où est-ce qu'on peut te retrouver, sur les réseaux sociaux ou autre part? Alors, on peut me retrouver ou poser des questions également par voie mail sur le site IRBMS. Alors, c'est l'Institut de recherche bien-être, médecine et sport santé, www.irbms.com, qui est un institut associatif. C'est une association qui a pour but de promouvoir justement toutes les bonnes pratiques sportives, les bonnes pratiques d'hygiène de vie. Donc, ça dépasse la nutrition. Ça concerne également les bonnes pratiques d'étirement, de gainage, de tout ce qui concerne l'hygiène de vie. Euh, Cette association est animée par des gens comme moi qui travaillent dans le haut niveau. Et encore une fois, notre but, c'est de promouvoir ces bonnes pratiques qui permettent aux athlètes de haut niveau de performer, et bien de répondre un peu à monsieur tout le monde, aux sportifs tout venant, tant pour améliorer sa santé que son bien-être ou que ses performances. Donc, c'est vraiment une association à but non lucratif, pour laquelle que je prône, que je défends et par laquelle on peut me contacter. Euh, Parce que éthiquement, je pense que c'est une association qui répond vraiment à un souhait de
bien-être et de performance, en tout cas être en bonne santé pour chacun d'entre nous. Eh ben, super, je mettrai également les liens dans les notes de l'épisode pour tous ceux qui veulent y aller pour avoir les renseignements ou alors t'envoyer un petit message. C'est très gentil, merci. Eh ben, écoute, moi je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était un super épisode. Tu as expliqué énormément de choses et j'espère que les auditeurs auront appris beaucoup de choses et vont pouvoir mettre en place de meilleures collations, de meilleurs repas pour pouvoir atteindre leurs objectifs sportifs parce que je pense que c'est aussi important pour le mental, pour la santé, tout ça. Très bien, ben, à ta disposition. Eh ben, je te dis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Salut! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt! Maintenant, tu le sais.